Aujourd'hui, en séquence, on reçoit Fabien Montagnier, un profil inédit dans le podcast puisqu'il est scénariste, réalisateur et producteur. On lui doit la série Bugarage, série numérique diffusée sur France.tv qui a fait beaucoup parler d'elle puisqu'elle mélange science-fiction, monde parallèle, vortex, un lieu emblématique Bugarage qui est un lieu plein de mystères et un financement très très étonnant. On en parle tout de suite. Ceci n'est pas un podcast ASMR. Bonjour à toutes et à tous, je suis David Frissino. Et moi, c'est Maxence Pirard. Ensemble, on est scénariste et créateur d'histoires. Et justement, après des années dans ce métier, on s'est rendu compte que l'écriture restait encore un grand mystère pour beaucoup de monde. Que vous soyez passionné de storytelling, scénariste en herbe, professionnel ou simplement curieux de savoir comment naissent les grandes histoires, il y a tellement à découvrir. L'écriture, c'est vraiment la base de tout projet, que ce soit pour le cinéma, les séries, les documentaires, les formats courts. Et pourtant, peu de gens connaissent les rouages qui se cachent derrière ces récits. C'est ce qu'on explore avec Séquence, notre podcast qui plonge au cœur de la création d'histoires. Tous les 15 jours, on reçoit des réalisateurs, des scénaristes, des producteurs, des diffuseurs pour décrypter avec eux leur parcours, leur méthodologie, leurs astuces et aussi toute la partie business étonnante de ce métier. Et ce n'est pas juste pour les scénaristes, tout le monde peut y trouver de l'inspiration, que vous soyez auteur, créatif ou simplement fan d'histoires bien racontées. Et si vous aimez ce qu'on fait, une chose à faire, nous soutenir pour nous permettre de produire de nouvelles émissions plus régulièrement. Rendez-vous sur Patreon ou Tipeee via les liens en description. Le podcast est disponible en audio sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts et en vidéo sur YouTube. Alors abonnez-vous, activez la cloche, mettez-nous 5 étoiles et relayez nos formats courts sur les réseaux sociaux. Merci pour votre soutien et à très bientôt pour un nouvel épisode de Séquence. À très vite. J'ai plus de vin, un scénariste tout au trek. Henri, c'est François. Je te rappelle au sujet de notre scénario. C'est ça qu'on appelle un flashback ? Nous sommes au regret de devoir vous annoncer que votre manuscrit n'a pas été retenu par notre comité de lecture. On ne peut plus se payer le luxe d'investir dans des choses aussi superflues qu'un scénario. Tu sais bien, je lis jamais les scénarios. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Quand il s'agit de faire un film, les règles ne suffisent pas. Secret pour vivre. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver. Épisode un peu spécial puisque aujourd'hui je ne suis pas avec Maxence, je suis avec Barry White. Barry, bonjour. Tout à fait, bonjour à tous, bonjour David. La voix un peu enrouée, mais... Mais oui, mais c'est ça aussi d'écrire jusqu'à 3h du matin au milieu de la neige. Ah, bon, je sais pas où est la neige, mais si tu veux... Bon, en tout cas, chers auditeurs, chères auditrices, merci de nous suivre de plus en plus nombreux sur Séquence. On a très bon retour, comme on le redit à chaque fois. Pensez à mettre les petites étoiles sur Spotify, Deezer et Apple Podcasts. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui écoute un podcast sur le cinéma ou les séries télé d'un coup se voit recommander cet excellent podcast que vous êtes en train d'écouter en ce moment. Maxence, est-ce que tout va bien de ton côté, hormis la voix ? Tout va bien de mon côté, hormis la voix. On continue de travailler dur, t'en es bien au courant. Ouais, complètement. On est en train d'enchaîner développement de longs métrages et puis notre série qui est toujours en développement chez notre grand producteur et puis voilà, qui on retravaille. Et puis un jour, on aimerait bien, ça serait vraiment chouette dans le podcast de pouvoir vous plonger dans le fil de l'écriture un peu officiel dans le podcast. C'est un des petits souhaits pour la Maxence avec nos auditeurs et nos auditrices. Exactement. Mais trêve de plaisanterie, vous n'êtes pas là pour venir écouter notre vie, notre vie, vous en foutez complètement. Mais par contre, aujourd'hui, on va décortiquer celle de Fabien Montagnier. Salut Fabien. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va bien, merci. Écoute, on est ravis de t'accueillir dans Séquence parce que tu es le premier qui a ce triple profil, l'extrême couteau suisse, puisque tu es scénariste, réalisateur et aussi producteur. Bah, il paraît. Des choses, on fait plein de choses en même temps des fois. Ouais, un épisode qui va être super intéressant pour beaucoup d'entre vous puisque Fabien a une série qui est sur France.tv et vous allez découvrir un process de fabrication qui est un petit peu en dehors de ce qu'on a l'habitude de voir et ça va être vraiment très intéressant. Mais pour l'instant, je passe la parole à Maxence. C'est ça, David t'a plutôt bien présenté, hein, pour le coup, Je te remercie. au multicasquette. Donc tu fais beaucoup de choses. Et la première question que je vais avoir pour toi, c'est simplement de savoir en fait si c'était un besoin de vouloir et de savoir tout faire, d'un petit peu toucher à toutes les tâches que tu sais faire aujourd'hui, ou alors c'était plus une nécessité pour pouvoir en fait gravir peu à peu les échelons.
Alors moi, mon désir premier, c'est vrai que c'était de réaliser, mais surtout d'écrire, quand j'étais ado, quoi, on va dire, mais je m'étais jamais permis de penser à en faire un métier, de toute façon. Et donc j'ai fait des études une première année de géologie, biologie. Mais très vite, le naturel revient un peu au galop et j'avais vraiment envie voilà, de raconter des histoires. Donc moi, mon but premier à la base, c'est vraiment d'écrire. Et j'ai réalisé par la force des choses, parce qu'en fait, personne n'allait réaliser ce que j'ai écrit. Je me rendais assez vite compte. Et au final, je pense que j'étais le mieux placé pour ces histoires-là, parce que finalement, c'est celles qui me parlaient le plus et que je ne voyais pas les donner à quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est quand je commençais mes études cinéma à l'ESRA, c'est ce que je me dis un peu. Je me dis, bon, j'ai envie d'être réalisateur et scénariste, même peut-être plus scénariste à la base, parce que c'est plus dans ma nature. Je suis plutôt quelqu'un, en tout cas à l'époque, plutôt solitaire, pas assez dans son imagination, dans son imaginaire, pardon. Et donc c'est de réaliser tout de suite, c'est un travail d'équipe, c'est quelque chose de contre nature presque pour moi à l'époque. Mais je le fais parce que malgré tout, mes références sont plus mes idoles, on va dire, c'est plus des réalisateurs. Et mais en sortant de l'ESRA, je me suis dit, bah personne de toute façon va me payer pour écrire ou réaliser quoi que ce soit. Ce qui est normal, on a 19, 20 ans, 21 ans. Et donc moi, j'ai voulu très vite apprendre un métier plus technique, et je me suis orienté vers le montage, que j'adorais. Et le montage, c'est né de la frustration de mes petits films que je faisais amateur avec mon frère, mon cousin, quand on avait 15-16 ans. On tournait avec une H8 et on faisait du tourner-monter, c'est-à-dire qu'on tournait à plan, on tournait le plan suivant, enfin on faisait dans la chronologique, on montait jamais en fait. Parce que c'était trop compliqué à l'époque, il n'y avait pas vraiment il fallait 2 magnétos, c'est très compliqué. On n'était pas encore dans la période des appareils réflexes avec les cartes SD. Non, et puis le montage virtuel vraiment arrivé, c'était vraiment mieux les années 90. Et là, d'un coup, je découvre ça, je dis waouh, mais c'est génial. Donc, j'ai une vraie, je tombe vraiment amoureux du montage et je me dis que toutes les possibilités sont assez dingues. Et je me dis c'est parfait pour continuer aussi malgré tout à apprendre la mise en scène ou à apprendre à écrire des histoires. Le montage, on dit souvent que c'est la troisième écriture. Bah voilà, en tout cas, ça m'a vraiment parlé. Et donc, je suis devenu monteur très très vite. J'ai eu la chance de rencontrer les gens qu'il faut et donc j'ai pu devenir chef monteur très vite. Comment tu l'as vis cette période en école de cinéma? Est-ce que t'apprends vraiment des choses? Est-ce que tu as déjà tout un background qui est déjà que toi t'as déjà travaillé un petit peu finalement à l'intérieur et que ça te confirme pas grand-chose? Non, ouais, j'ai un rapport un peu curieux à ça, parce que d'abord, comme je vous disais, j'ai fait une première année en fac en biologie, géologie. Enfin, j'ai essayé de trouver un métier un peu sérieux entre guillemets. Et je remercie mes parents. Et après, en fait, pendant cette année-là, je me suis rendu compte, je m'ennuyais, quoi. Et j'écrivais, je dessinais. Alors, je dessine pas du tout, mais je dessinais des histoires, je fais des storyboards. Mais c'est ça que j'ai envie de faire, en fait. Donc, j'ai pu intégrer l'Estrade après. Mes parents m'ont laissé faire. Je les en remercie parce qu'ils n'ont pas dit que c'était complètement idiot. Et par contre, là, effectivement, moi, j'étais hyper content. Dans la première année, c'était super, quoi, parce que j'avais des cours qui me plaisaient. Enfin, tout me parlait, quoi. Après, il y a même un concours d'entrée pour enfants. C'est quoi à l'époque? Et t'as l'impression que tu vas préparer Sciences Po, mais en fait, tu comprends vite que tout le monde est pris, quoi. Mais malgré tout, tu te retrouves dans un milieu où il y a plein de gens qui ont les mêmes affinités, enfin pas tous, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé cette première année, en tout cas. Après, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire 3 ans, effectivement. Et le montage, finalement, je ne l'ai pas appris là-bas. Tu vois, je l'ai appris, j'ai fait, je crois, 2 jours de montage en 3 ans. Je l'ai appris vraiment en faisant mes stages. Parce que très vite, il faut trouver des stages et c'est là où on se forme le plus. Donc, ça permet d'avoir des conventions de stage, ça permet quand même de faire des rencontres, ça permet quand même d'avoir des cours hyper intéressants. Moi, j'avais un cours de mise en scène qui était extraordinaire. Par contre, le cours de scénario, j'ai toujours rien compris. Mais en gros, parce que c'était pas très pratique, c'était très théorique et c'était même trop théorique, quoi. Mais en même temps, c'était passionnant parce qu'au final, ça racontait, ça parlait d'un univers dans lequel on veut aller, donc c'était quand même super. Tu as commencé beaucoup en faisant aussi des courts-métrages, et moi je voudrais qu'on s'axe un petit peu sur les courts-métrages parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé dans Séquence de ce format-là. En dehors de vouloir commencer et mettre ta main à la pâte, comment ça t'est venu de vouloir écrire des histoires un peu plus courtes? Quel est pour toi le challenge? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent que c'est un très bon exercice justement pour pouvoir écrire après d'autres formats type du long ou des séries.
comment toi tu l'as ressenti et est-ce que ça t'a aidé pour la suite en fait d'être passé par le court-métrage? Comme oui, parce qu'en fait, quand on veut devenir un réalisateur entre guillemets, il y a un moment, faut s'y mettre et la seule façon de, concrétiser cette envie, c'est, de faire un court-métrage parce que, les besoins, le temps, et les moyens qu'il faut sont forcément, beaucoup plus raisonnables et on peut même, faire un peu ce qu'on veut puisqu'on n'a pas vraiment de compte à rendre, donc aller vraiment sur ce qu'on a envie de raconter. Donc oui, le premier court-métrage que je fais et je le fais à l'Estra d'ailleurs, un film en pellicule de 6 minutes et là franchement, c'est les 2 meilleurs jours que j'avais passés de l'année où je me dis: «Ouais, c'est ça allait même au-delà de ce que j'imaginais». C'est-à-dire que bon, moi, comme je vous disais, j'étais pas forcément quelqu'un de «très collectif» entre guillemets et puis d'un coup, je me dis: «Bah, en fait, ça a un sens de travailler, tous ensemble et c'est super». Donc oui, très vite, j'ai envie d'en refaire un autre, en ce temps de message, j'en fais un autre. Mais là, ça se passe un peu moins bien, il y a moins cette chimie, moins cette énergie, et là, je me pose beaucoup de questions sur ce que j'ai envie de dire, en fait. Donc je me dis, le court-métrage permet aussi d'identifier ce qu'on a envie de raconter, de, d'aller vers ce qu'on aime faire parce que mine de rien, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est de l'énergie et si on fait pour un film que personne ne voit ou qui est nul ou qu'on n'aime pas, ça a pas beaucoup d'intérêt, je trouve. Donc oui, ça permet d'explorer un peu, je trouve, nos propres, nos univers, nos aspirations, nos envies et de créer aussi, de commencer à créer une équipe, de voir là où on est plus à l'aise, de rencontrer des comédiens, de se confronter à ça aussi parce que quand on écrit ou quand on s'imagine pas, à un moment, il va falloir raconter à un comédien qui va falloir qu'il incarne le personnage et ça aussi, c'est la confrontation avec le comédien est primordiale, donc c'est le court-métrage permet ça, en fait. Quels sont les pitchs de tes courts-métrages et à quel point ton enfance dans les vidéoclubs t'a inspiré? Alors, vraiment les tout premiers courts-métrages que je fais, c'est pas mon enfance qui m'inspire, c'est plus ce que je vivais à l'époque, et c'est plus ce que je voyais à l'époque. C'est-à-dire, c'est plus des films de David Lynch, les frères Cohen, des trucs un peu humour noir, voilà, ça me plaisait beaucoup. Parce que en fait, moi, mes rêves d'enfance et comme beaucoup de gens qui sont nés dans les années 80, c'est Spielberg, c'est Zemeckis. Mais arriver à faire ce genre de choses, c'est un peu compliqué quand on est étudiant, quand on n'est même pas même tous les jours, en fait. Donc mes aspirations étaient plus quand même malgré tout vers l'imaginaire, quelque chose qui permettait de sortir de la réalité. Parce que moi, c'est ce qui me motive, à la base, c'est vraiment de me dire: «Tiens, je vais me plonger, je vais créer un monde, un univers». Et mais plus beaucoup vers des choses un peu plus «auteur» entre guillemets, où on peut créer des ambiances pour pas trop cher. Voilà, David Lynch, ça jouait beaucoup sur, je trouve, en tout cas, ce que je ressentais à l'époque, des ambiances émotionnelles, on pouvait jouer sur le son, on pouvait jouer sur la musique, on pouvait jouer sur ce genre de choses et ça me plaisait beaucoup. Donc ça, c'est les premiers films que je fais un peu dans cet esprit-là. Après, je me rends compte que c'est quand même assez glauque et que ça plaît pas tant que ça. Parce que Et quels sont les pitchs justement de tes courts-métrages à cette époque? Alors, le tout premier cours que tu fais à l'ESRA, c'est vraiment l'histoire d'un auteur qui écrit un livre, et qui entend des bruits au-dessus de chez lui, puis il imagine ce qui se passe et en fait, il se demande à la fin de l'histoire si ce qu'il a pas écrit n'est pas vraiment arrivé et c'était une histoire assez terrible. Tout ça en 6 minutes. Voilà et donc ça, c'était vraiment inspiré pour le coup de Barton Fink. Je me rappelle à l'époque des frères Cohen où il y avait le gars qui travaillait, à un livre dans un hôtel miteux, c'était assez sympa au niveau de l'ambiance. Après, j'ai fait un autre cours qui racontait l'histoire d'un schizophrène, pareil, qui entendait des bruits, qui était enfermé chez lui quelque part et qui était un peu laissé à l'abandon par ses parents, donc il avait tout un univers mental un peu développé. Donc celui-là, il était un peu glauque et je me rappelle très bien du regard des gens après, ils me disent: «Mais tout va bien Fabien?» Donc c'est une fiction, ça m'éclatait parce qu'il y avait on créait une ambiance avec pas grand-chose, quoi. Donc j'étais plus en vrai dans ce délire de faire des films avec un peu de style, un peu cool, mais qui avait un fond quand même un peu, je cherchais un fond après coup, quoi, en fait. Après j'ai fait une comédie, donc rien à voir. Et là c'était plus, un exercice de style en me disant: «Tiens, je vais faire une comédie sur des faux semblants», voilà, une petite comédie de 5 minutes et je rêvais que ce film passe avant un long métrage. À l'époque, ça se faisait et ça a failli se faire d'ailleurs. Mais le film a bien marché. Beaucoup, on a eu un prix à l'Alpe d'Huez avec, on était super contents.
Et après, on est reparti. Alors, j'ai dans tous les sens. Hein. Après, je suis fan de ce film. Après, plus humour noir, où c'est le premier film que j'ai coécrit avec quelqu'un. C'est un film que, pareil, ça se passe dans un hôtel. Il y avait encore du Barton Fink là-dedans. Dans un hôtel où il y avait un truc boulot qui se passait. Et là, j'avais demandé à quelqu'un que j'avais rencontré sur un site de scénario à l'époque, qui était vraiment sympa. Et parce que je bloquais, je savais pas trop ce que je voulais raconter. Donc en fait, c'est ça, c'est qu'au fur et à mesure que j'avançais dans la fabrication et la réalisation des films, je m'affine un peu dans ce que j'ai envie de dire en fait, et aussi le rapport au succès ou pas du court métrage, et surtout à ce que ça m'apporte. C'est-à-dire que en fait, tous mes courts métrages ont été galères à faire, même les tournages ont été galères parce que où je m'entourais, il y avait toujours des gens que j'étais pas forcément très exigeant sur quelques personnes clés, ou moi-même, j'étais pas exigeant avec moi-même non plus sur tout ça. Mais à partir de là, je remplis ma boîte à outils, quoi, en fait. Donc moi, vraiment, ces courts-métrages me servent vraiment à ça. Et il y a un moment, je me dis, bon, bah, qu'est-ce que j'ai envie de en faire qu'est-ce que j'aime profondément? Et là, je reviens à Spielberg, Zemeckis, tout ça, et je me dis, tiens, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et donc, je fais enfin un court-métrage fantastique qui coche un peu toutes les cases des trucs que je voulais absolument voir, que je voulais faire. Donc, j'embauche un des comédiens qui s'appelle Vernon Dubchev, qui est joué dans Indiana Jones, que j'adore, qui est un vieux monsieur extraordinaire. J'embauche pareil, un vieux monsieur qui est la voix du Doc dans Retour à le futur. Il y a plein de clins d'œil comme ça qui est piraté. Piraté, ouais, tout à fait. Exactement. Et donc je suis super content, je fais le film avec lui. Ouais, je suis comme un gamin. Et d'un coup, je me dis, je retrouve mon âme de gamin en faisant le film. Et bizarrement, c'est le film, entre guillemets, pour un court-métrage, toujours pareil, qui a le plus marché, qui a le plus circulé. Et parce que c'est celui que j'assume à 1000%, avec ses défauts évidemment, mais et je me dis, bah voilà, il faut être en phase avec ce qu'on. Et j'ai mis longtemps, parce que ce film, je l'avais plus de 30 ans quand je l'ai fait. Donc, mais voilà, moi, je suis un diesel, quoi. Je suis très long, j'ai besoin de temps, je fais d'autres choses à côté, mais j'ai toujours eu besoin de temps pour concrétiser les choses, voilà. J'ai abandonné l'idée de faire un long métrage avant mes 30 ans ou avant mes 40, mais c'est pas grave, c'est ma vie, c'est comme ça. En dehors justement des ambiances que tu veux retranscrire ou ce genre de choses, est-ce que tu as remarqué en tant qu'auteur, quand tu fais un peu le bilan de tous les projets que tu as pu écrire, des thématiques qui reviennent souvent pour toi, que tu aimes bien écrire? Bah, moi, je dis souvent et que pour moi, il y a que 2 thématiques importantes, c'est l'amour et la mort. C'est-à-dire que concrètement, dans toutes les histoires, on retrouvera toujours ces 2 thématiques parce que c'est ce qui intéresse finalement les gens, c'est l'amour et la mort. Et quand on arrive à lier les 2, moi je trouve qu'on arrive à trouver des belles histoires. Donc moi, si je schématise, si je simplifie, je dirais que ce sont les 2 thématiques pour moi, qui me motivent le plus. C'est un peu court comme réponse, mais Non, je comprends. Non, c'est important de mettre le doigt justement pas dans la porte, mais dans nos petits traumas et les messages qu'on a envie de faire passer. Et justement, après cette période de court-métrage, tu passes à un format plus long. Si je dis pas de bêtises, tu fais même quand même du long. Alors, moi, non, personnellement, en tant que réalisateur ou scénariste, non, mais en tant que monteur, oui. J'ai monté quelques longs. Et à travers notre société de production, c'est là où je deviens producteur, entre guillemets. C'est à la fin des années 2000. Je m'associe avec Olivier Compère, mon associé d'aujourd'hui. Et avec notre structure, on produit des documentaires, des émissions, des télés, des reportages, tout ça. Et aussi, on essaie de faire de la fiction, parce qu'il savait que moi, j'aimais ça. Et lui avait produit un court-métrage il y a quelques années avant. Et on arrive effectivement à produire notre premier long, qui sera réalisé par Jeremy Banster, qui s'appelle La vie pure, qui sortira en 2015. Et effectivement, c'est une expérience incroyable parce que là, je me confronte aussi à la fabrication d'un métrage, donc je me rends compte aussi, moi, de l'extérieur, où j'en suis. Est-ce que je serais capable de faire un métrage? Donc moi, j'aurais pas été capable de faire La vie pure parce que c'est vraiment un film dans la nature, en Amazonie, enfin un peu compliqué à faire, mais malgré tout, je me confronte à une certaine réalité hyper intéressante de la fabrication d'un métrage. On participe à d'autres longs métrages après en tant que production exécutive, moi en tant que conducteur aussi, mais voilà, ce sont des outils en plus que je remets dans ma boîte.
pourquoi produire le long métrage d'un autre en premier alors que toi, tu as cette envie? Alors, tu disais que tu avais peut-être une appréhension, et tu te sentais pas capable. Parce que quand tu te lances sur ce long métrage, en Amazonie, tu es sur quel budget? Tu es sur quel temps de tournage? Est-ce que ça se rapproche des standards qu'on pourrait voir, aujourd'hui? Alors, non, La vie pure, c'est vraiment un film qui a été porté par les 2 auteurs, qui c'est Jérémy, le réalisateur, et Stanley, l'auteur, et comédien principal. C'était vraiment leur bébé à la base, et moi, Jérémy, je le connaissais depuis longtemps, et on s'est associés pour ce projet parce qu'on y a vu effectivement l'opportunité de faire un premier film pour tout le monde, qui soit fort et pas trop cher, parce que effectivement, c'est pas un film qui a été produit normalement. C'est-à-dire que c'est un film qui est produit avec 850 000 euros à peu près. C'est la région Guyane, c'est pas en Guyane, donc la région Guyane est beaucoup de partenaires privés. Et on n'a pas de chaîne, on n'a pas de distributeur, on le fait quand même. Donc c'est vraiment à la base, il faut pas faire ça. Mais l'énergie, l'envie de tout le monde, c'est que voilà, ça c'est un gars c'est juste un gars seul dans la forêt. On se dit on va y arriver quoi. Mais en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça au final. Mais malgré tout, on est hyper motivé. On se dit on va tout casser avec ça. Donc c'était vraiment notre, on va dire grâce à ce film, on va pouvoir en faire d'autres. Et c'était notre moteur premier, voilà. Il y a eu des retombées après, avant de passer la parole à Maxence sur le film? Il y a eu Alors le film est sorti en novembre 2015, 15 jours après les attentats, donc compliqué que les gens aillent au cinéma de toute façon. Après, c'était un film fragile, c'était pas, voilà, on savait que ça allait pas faire 10 milliards d'entrées, mais il a eu une belle carrière d'avant-première, on va dire. Il a été pris, on avait vraiment un retour hyper positif des gens qui vont en avant-première. On a fait une 50aine. On a eu une bonne presse, on a eu des sélections aux Lumières, qui sont un peu les prix de la presse. On a eu 2 sélections pour premier film et meilleur comédien. Et on espérait, en fait, on a beaucoup espéré avoir une nomination au César, parce que on était enfin, on savait qu'on n'était pas loin, quoi. Malheureusement, le film n'est pas très bien sorti. On était on a un distributeur un peu compliqué, parce qu'on l'a trouvé comme un distributeur, mais voilà, je vais pas faire de diffamation, mais c'était compliqué. Après, en France, ouais. C'est vrai que nos auditeurs, nos auditrices le savent peut-être pas, mais c'est vrai que monter un film en France sans un distributeur solide, déjà sans un distributeur, c'est ultra compliqué puisque la chaîne te demande. Enfin, c'est un cercle. Ouais. C'est un serpent qui se mord la queue, quoi. Si t'as pas le distributeur, t'as pas la chaîne. Si t'as pas la chaîne, t'as pas le distributeur, etc., etc. Et c'est très très compliqué pour un film d'avoir une vie et même un montage financier solide si t'as pas effectivement ce pilier là, quoi. Et toi, tu l'as eu, mais il était fébrile. Ouais, on l'a eu après coup, de toute façon, donc c'était déjà bien de l'avoir quelque part malgré tout, mais ça a été compliqué. Donc dans tous les cas, voilà, ça nous a permis de rencontrer quand même pas mal de gens. Puis il y a eu pas mal d'histoires après, des films qui ont failli se faire, qui sont pas faits. Bon, la vie est toujours un peu compliquée, mais ça nous a quand même ouvert des portes. Malgré tout, on n'a pas pu concrétiser plus que ça dans le long métrage en tout cas, parce que le film a pas bien marché. Sur les projets que tu réalises et que tu écris, comment tu adaptes en fait l'écriture à la réalisation? Comment tu vas écrire, sachant que toi, tu vas réaliser derrière? Quand j'écris, je me pose pas trop la question de comment je vais le faire. Sauf si je vois c'est un truc qui est, évidemment, qui est assez flagrant, je me dis bon, ça c'est pas possible. Mais globalement, je me donne pas de limite, parce que à ce moment-là, quand j'écris, généralement, j'ai pas trop d'idée du budget, comment on va faire. Moi, je me permets de me dire tout est possible. Après, j'ai jamais écrit des trucs complètement dingues non plus, donc je me dis pas ça va être impossible. J'essaie d'être un peu malin en disant bon, ça va se passer dans un lieu possible, mais malgré tout, c'est bien d'avoir des petites idées un peu plus qui sortent de l'ordinaire. Mais je me dis pas ça, parce que sinon je me mets des limites tout de suite. Les limites, je me mets après, quand je commence un peu le plan de travail et qu'on se dit bon bah là ça c'est pas possible, ça on va pas pouvoir le faire, donc j'adapte à ce moment-là. Mais en l'écriture, je mets pas de limite, parce que je me dis sinon déjà on a des limites de toute façon, comment dire, naturelles, mais c'est bien d'avoir un cadre, de toute façon, c'est sûr, un cadre économique. En tout cas, je me mets pas de, ouais, je sais pas si je suis très clair, mais je veux pas me donner de limite, en tout cas artistique ou créative. On t'a reçu aujourd'hui parce qu'il y a une série, notamment ta première série qui s'appelle Bugarage, qui est disponible sur France.tv,
qui a été un très joli succès. Moi, je l'avais découvert en relais presse, j'en avais entendu parler et puis après on s'est suivi sur les réseaux sociaux et puis voilà, on a commencé à échanger autour de ce projet qui, moi, est un projet qui, je trouvais, était très intéressant aussi pour notre audience parce que tu l'as monté, entièrement en région et donc tu as un profil un petit peu particulier et différent par rapport à certains autres créateurs qu'on a reçus. Est-ce que tu peux nous faire la genèse de la naissance de cette, série Bugarach et puis après, Ouais, on bien sûr. rentrera concrètement dans l'écriture, le développement, comment tu l'as présenté et cetera? Ouais, bah, écoute, Bugarach, juste avant Bugarach, j'avais justement un projet de long métrage, fantastique qui s'appelait L'Ami. Donc j'avais fait un petit court-métrage d'ailleurs, pour vendre l'idée et on avait trouvé une région, on avait trouvé un distributeur pour le coup, on était plutôt bien partis. Puis après, le développement, toujours un peu compliqué. Bon, le scénario est écrit, hein, pourtant, mais on a dû revenir dessus. Bon, bref. Le Covid arrive et vraiment, tout tombe à l'eau. Bon, parce que de toute façon, voilà. On savait que même quand le cinéma repartirait, franchement, personne ne miserait sur un premier film, un premier long-métrage d'un réalisateur inconnu. Dans ce genre-là, en tout cas, le genre fantastique, toujours un peu casse-gueule, qui rapporte pas beaucoup d'entrées. Oui, parce qu'à ce moment-là, il y a un embouteillage, en fait. C'est-à-dire que les distributeurs Juste après. font un embouteillage de films Ouais. après la sortie, Covid, ouais. Exactement. Donc, on sait que ça va être compliqué. Mais il se trouve que pendant le Covid, juste avant le Covid, mes associés avaient rencontré la direction de France 3 Occitanie et qui voulait créer une série. Ce qui avait été jamais fait parce que les antennes de France 3 régionales, on leur avait demandé, enfin, on va dire l'antenne nationale leur avait demandé d'être libre, créatif, indépendant. Donc eux, ils avaient envie de créer une série, ce qui s'était plus ou moins jamais fait. Et donc on a dit OK. Et moi, j'ai ressorti un projet que j'avais parce que bon, forcément, on a tous plein de projets dans les tiroirs. Et moi, j'en avais un qui pourrait correspondre un peu à ce qu'ils voulaient. Ils voulaient une série pour les jeunes adultes, qui pourrait plaire aux jeunes adultes avec une petite touche d'environnement. Voilà. Et moi, j'avais une histoire de jeunes qui allaient dans une zone de crash en France, qui était un peu le triangle des Bermudes français. Et je me dis, tiens, c'est parce qu'il y avait des histoires de monde parallèle là-dedans. Et j'ai tout transposé à Bugarach, en Occitanie, parce qu'il fallait trouver un lieu en Occitanie qui pouvait correspondre forcément, à partir du moment où France 3 Occitanie lance le Oui, tu projet. viens pas tourner chez moi en Bretagne, c'est sûr. Non, on tourne tout en Occitanie et aussi pour que la région suive, et ce qui est normal. Donc, le lieu de Bugarach, moi je le connaissais un peu comme tout le monde. En 2012, on entend parler parce que la fin du monde va avoir lieu le 21 décembre et où est-ce qu'il faut se cacher, où est-ce qu'on peut être sauvé. Le mot Bugarach sort du lot. Donc, c'est très étrange, très étonnant. Et on apprend quand on googlise Bugarach, le mot Bugarach, il y a quand même des histoires assez dingues là-bas. Donc, ça cristallise plein d'histoires assez dingues. Et notamment l'histoire de monde parallèle aussi. Mais pas tant que ça. On parle plus d'OVNI à Bugarach, beaucoup, ou de trésors des Templiers. Donc là, je me suis dit, on va pas le contre-pied, on va plus quand même axer sur les mondes parallèles, parce que moi, je voulais raconter l'histoire de choix de vie. Alors, les choix de vie, et si j'avais fait ça, comment serait ma vie? Donc, ils aiment le projet, donc on développe avec eux, et très vite, on entre dans la boucle, parce que France 3 est presque à l'initiative du projet quand même, est à l'initiative du projet. Tout de suite, on arrive à pouvoir déposer les dossiers, justement, et là, on a un peu le grand chelem des développements, quoi. On a le CNC, on a la ProCirep, on a la région. Et on dit, wow, super, on va pouvoir écrire. Et donc, c'est comme ça que ça commence, en fait. Et donc, on peut écrire, donc ça, c'est fin 2020. 2021, on arrive à comment on écrit. Donc, moi, j'écris avec mon co-scénariste qui s'appelle Philippe Pommier, qu'on engage à ce moment-là, après, au moment de la Bible. Et après, ouais, on peut écrire en 2021, rentrer en production en 2022 et tournage fin 2022-2023. Bon, ça se passe jamais exactement facilement parce que c'est un projet qui a été compliqué justement. En fait, c'est une série télé, mais on le produit comme un film cinéma. C'est-à-dire qu'on va avoir tous les guichets. On a la région, le CNC, on a Toulouse, on a plusieurs coproducteurs, on a le crédit d'impôt, enfin il y a plein de trucs qui rentrent en compte pour pouvoir monter le budget. Et puis après, il faut trouver une banque. Enfin, voilà, c'est vraiment dans cet esprit. En gros, aujourd'hui, 2025, tout n'est pas remboursé, donc c'est compliqué. Ensuite, une fois que le projet était fait, la liaison avec le diffuseur. Et justement, la plateforme France Panthère. Ouais. Et comment ça s'est passé le lien, quoi? Quel a été le lien? Le lien, c'est France 3, évidemment, Occitanie, qui se sont rendus compte que
ils donnent très peu de cash parce que eux, ils font pas de fiction de toute façon, ils font plutôt des documentaires, des émissions, et donc le cash qu'on a besoin pour faire une série est quand même important. Donc ils en mettent un petit peu, mais c'est évidemment largement suffisant. Donc il y a une autre possibilité à ce moment-là auquel ils pensent, c'est l'aide dans l'industrie de France Télévisions. Donc France Télévisions, nous, effectivement, l'aide dans l'industrie est hyper importante. L'aide dans l'industrie, c'est quoi? C'est, ils vont nous donner du personnel. Donc là, c'était une caméra avec un cadreur, des électrodes, des machinaux, de la régie, tout ça qui a une certaine valeur. Toute la post-prod est faite avec France 3. Donc ça, nous, on n'a pas d'argent à dépenser, c'est eux qui prennent en charge tout. Donc ça, c'est énorme et c'est capital. Sinon, on ne peut pas faire la série. Et donc, à travers cet investissement, ils ont aussi, donc par contrat, ils vont le diffuser sur la plateforme France.tv. Parce qu'à la base, c'est une série numérique, malgré tout. Donc, c'est censé être diffusé que sur France.tv. Enfin, à ce moment-là, ça se transforme comme ça. Parce qu'au début, on se dit ça va être France 3 Occitanie, mais même eux disent c'est mieux d'être diffusé sur France.tv parce qu'au final, il y aura peut-être malgré tout plus de. Ça sera plus facile pour les gens d'aller la voir. Et justement, alors, la série, au moment où tu l'imagines, elle ressemble à quoi? Et elle ressemble à quoi une fois qu'elle est sortie de montage? C'est quoi les différences entre ta première version de travail sur papier et la version livrée? Déjà, les personnages évoluent un petit peu, mais c'est plus des détails. On était plus parti sur des trucs de famille à la base, et au final, on va plus partir sur une bande de potes. Je pense qu'au début, c'était peut-être un peu plus mixte. Là, on est quand même plus sur des filles, des jeunes femmes qui vont ce trio de femmes qui va essayer de retrouver le père de l'une d'entre elles. Et aussi au tout début, parce que j'ai revu il y a pas très longtemps parce que là, on se remet dans la saison, à créer la saison 2, justement, et je me dis, comme on a engagé une troisième scénariste, on s'est dit, elle nous a demandé qu'est-ce que vous aviez eu comme idée au début qu'on pourrait peut-être récupérer, ou vous avez perdu en route. Donc j'ai relu les premières versions et fait que c'était très différent parce que on était sur un truc beaucoup plus court à la base, parce qu'on savait que c'était pour du numérique avec France Occitanie. On voulait pas, justement, on parlait d'écriture tout à l'heure, de contraintes. Là, on savait que j'étais parti sur des épisodes de 12-15 minutes, quoi. Et beaucoup plus, c'était plus des idées conceptuelles avec. Là, pour le coup, il y avait de la mise en scène dans l'écriture, parce qu'on était plus parti sur des limite 10-15 minutes en plan séquence. Après, il y avait l'effondrement qui avait déjà été fait comme ça sur Canal+, et qui était très très bien fait. Donc, on s'est dit, on va faire qu'un épisode comme ça sur les 8, et en fait, finalement, on l'a jamais fait. Mais c'est plus parce qu'au moment où on écrit, où on se met vraiment dedans, c'est là où il y a une espèce de cohérence qui ressort très vite, de logique, qui fait que non, on va faire une série entre guillemets normale. On va passer notre histoire sur les personnages plus que sur des effets de mise en scène. On va essayer de creuser un peu plus le fond, parce que c'est ça qui est intéressant, qui va intéresser les gens au final. La famille, les amis, l'amour, la mort, genre de choses, qui fait que tout de suite, ça s'affine très très vite, ça. Et on oublie le côté un peu artificiel du début, où on voulait rentrer dans un truc économique. Mais là, ce que je te dis, le truc économique, c'est vraiment même avant la Bible. C'est vraiment au moment où on vend presque l'idée là-dessus, sur quelque chose qui en fait ressemble pas trop au résultat final. Mais il y avait tous les ingrédients. Il y avait les jeunes, il y avait le surnaturel, il y avait Bugarache, il y avait les mondes parallèles, il y avait comment dire la thématique du choix. Mais après, on prend une voie un peu plus classique parce qu'on veut faire. En fait, nos références à ce moment-là, on veut essayer d'avoir l'ambition de faire une série entre guillemets, Netflix, en disant on va faire une série que les jeunes ont l'habitude de voir, parce que si on fait un truc un peu en dessous, enfin, on sait qu'on n'a pas les moyens de série Netflix, mais en même temps, si on fait un truc qui est trop bricolé, qui fait trop amateur, on se dit on n'a qu'une chance, on va essayer de faire un truc bien, quoi. T'as eu carte blanche sur la conception entière de la série, ou à certains moments il y a des choses que t'as dû remodeler? Globalement, on a eu carte blanche, et ça, c'est vraiment une liberté qu'on a eue, qu'on n'aura peut-être plus jamais, parce que France 3 Occitanie, à travers Fabrice Valéry et Rose Paolacci, la direction de l'époque, Fabrice Valéry est toujours là, ont été vraiment conquis dès le début par plein de choses, qui fait que c'est des détails, quoi, presque, les retouches, donc qui n'ont pas impacté fondamentalement la série. Sauf la fin. La fin, on a fait plusieurs fins différentes.
on a cherché une fin à la base, la fin qui a été écrite était beaucoup plus fermée. Pour ceux qui ont vu la série, la fin est très ouverte et, c'était vraiment une fin fermée qui ne faisait pas un peu trop happy end pour beaucoup de gens. Et donc on a orienté le truc. Voilà, c'est vraiment la seule modif qu'on ait vraiment eu. Alors là, on est parti sur une fin ouverte en disant bon, bah, c'est jamais s'il y a une saison 2, mais on se met un peu on se tire une balle dans le pied en se disant elle va falloir résoudre les problèmes maintenant. Mais c'était quand même cool de se dire bah voilà, si jamais ça vous plaît, bah on est possible d'avoir une suite. Mais ça, c'est étonnant parce que l'échelle en général plutôt préférerait une fin fermée avec une petite ouverture éventuellement, mais là on a vraiment une liberté totale. Donc ce qui est bien, et en même temps, des fois, on aime bien avoir des retours constructifs. Oui, parce que du coup, à ce moment-là, tu t'appuies sur qui pour te donner, je sais pas, un point de contradiction sur ce que tu écris? Bah, Parce que moi, c'est Maxence et pour Maxence, c'est moi. Donc, mais Ah, toi, du coup, ça se passe comment? ah non, nous, on est deux à écrire avec Philippe Pommier. Et ensuite, moi, j'ai Olivier Compère, le producteur, qui est hyper investi et qui, lui, pour le coup, c'est lui le plus dur dans les retours. Donc, on évolue beaucoup d'abord avec lui. Et après, on fait lire à la chaîne. Voilà, donc c'est ça. Et c'est bien parce qu'on n'a pas la même vision, le même regard des choses. Donc lui, il a des idées différentes, il a une vision différente. À nous de le convaincre, sinon on est sûr de notre idée, et vice-versa. Donc c'était lui notre notre miroir, on va dire. Tu nous as parlé justement de la possibilité d'une saison 2 puisque tu es en train de travailler dessus avec tes collaborateurs. Manuel Adduy, il nous a dit quand on l'a reçu qu'il ne cherchait pas particulièrement des séries à saison. Justement, que c'était plutôt des séries bouclées. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus quelle est la passation entre la saison 1 et la saison 2, mais surtout aussi qu'est-ce qui continue pas dans la saison 2 au niveau de tout ce que tu as pu avoir pour la saison 1? Alors déjà, par rapport à Manuel Adduy, qui connaît la série, évidemment, lui s'occupe effectivement, leur ligne éditoriale a un peu changé en mars l'année dernière, où ils ont mis en place... Enfin, ce que j'ai compris de ce qu'ils nous ont expliqué, c'est qu'effectivement, les suites, c'est pas trop dans leur ADN du jour et qu'ils veulent plus des séries internationales, européennes, voilà, ce genre de choses. Donc, on rentre pas forcément. Et des séries qui pourraient être aussi diffusées à 21h le soir, ce qui est pas trop notre cas. Après, nous, on a été initiés et comment dire, on a été créés un peu en dehors de leur gouvernance, entre guillemets. C'est-à-dire que ça, on a été fait avec François Occitanie, donc on va continuer comme ça. Ils mettent un peu plus d'investissement. Enfin, on va trouver des solutions parce que tout le monde a envie de faire la suite, même au sein de France.tv, mais ça, il n'y a pas de problème. Après, effectivement, on est un peu à part, mais il y a d'autres séries qui vont arriver qui sont des suites qui se font indépendamment de. Je sais qu'il y a Stalk 3 qui se tourne en ce moment, qui est une super série d'ailleurs, qui va se diffuser sur Slash et qui se fait quand même. Donc, voilà, ça c'est pour répondre à la ligne éditoriale de France Télévisions. Il y a toujours des biais possibles. Enfin, nous, on s'est créé avant cette décision éditoriale. Donc, on peut exister quand même. C'était quoi l'autre question, excuse-moi? C'est par rapport à la saison 2, justement. Qu'est-ce qui continue qu'est-ce que tu gardes de la saison 1 par rapport au développement que tu auras pour la saison 2 et qu'est-ce que tu n'auras pas, justement? En fait, on va être un peu dans le même esprit, quoi, parce que voilà, c'est comme ça, et donc on va avoir, ça va être vraiment dans un copier-coller de la façon dont on a fait de la première, peut-être un peu plus facilement parce que la première saison existe, donc on a moins à convaincre. Mais malgré tout, je sais pas, au jour d'aujourd'hui, je peux dire qu'on a 75% de la série qui est produite, mais il nous manque 25%, et on fera pas la série sans ces 25%, mais déjà, c'est beaucoup plus rapide que la première saison. Donc oui, on n'a pas France Télévisions qui met du cash, entre guillemets, enfin si, il y a France 3 qui mettra évidemment du cash, mais c'est un peu délicat parce que c'est en train de se faire, donc je peux pas trop dire n'importe quoi, mais ça sera dans le même esprit de toute façon, un peu comme on fait une suite au cinéma, voilà. Et justement, est-ce que tu peux nous pitcher le point de départ de Bugarach? Et puis après, je serais intéressé de savoir par quel arc narratif t'as guidé pour l'écriture, en fait. On a toujours une petite ligne d'histoire qui nous accroche plus que les autres. Bah, le pitch, c'est vraiment l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Émilie qui a perdu sa mère il y a une dizaine d'années d'une maladie et qui, son père, au début de l'histoire, va avoir un crash d'hélicoptère sur le mont Bugarach.
mais le corps n'est jamais retrouvé, donc il y a un deuil impossible à faire, entre guillemets, mais en même temps, il y a un mystère quand même autour de ça. Et avec deux de ses amis, deux de ses amis vont l'obliger à monter sur le mont Bugarache et pour aller découvrir, ou en tout cas pour faire ce voyage pour accepter la mort de son père. Il va se trouver que, je spoil pas, à la fin du premier épisode, ils vont découvrir effectivement un portail, une ouverture vers des mondes, vers des mondes parallèles, pardon, et qui fait qu'elle va d'un coup être plongée dans un monde où sa mère existe, mais son père n'est pas. Donc, donc le but le but de l'histoire, l'objectif des bouquins, en tout cas, ça sera de retrouver son père. Et c'est là-dessus qu'on tient le spectateur en disant où est son père, et qu'est-ce qui est devenu, où est-il, c'est quoi son monde parallèle. Donc il est forcément coincé quelque part dans un de ces mondes. Et après, l'arc qui t'a le plus, qui t'a fait construire très rapidement l'intrigue. Oui, bah c'est ça, c'est la recherche du père, et ça c'est l'objectif, on va dire l'objectif extérieur, on va dire. Et après, effectivement, moi j'aime bien dire que à travers cette histoire, elle va être transformée. Donc c'est une fille au début un peu dépressive, inactive, et à la fin, elle va être transformée en une espèce de battante, en disant bah l'important c'est de se bouger dans le moment présent. Donc on vient un peu aux thématiques des choix de vie. On a toujours orienté notre lecture en fonction des choix, en évitant de mettre le mot choix tout le temps quand même, mais il dit quand même pas mal, en disant voilà, on a toujours le choix entre deux voies, laquelle est la bonne, laquelle est la moins bonne. À quel moment j'ai fait une erreur, à quel moment ce que je fais est bien, et résumer en fait l'idée de la thématique, de dire qu'il n'y a pas vraiment de passé, il n'y a pas vraiment de futur, le seul moment présent, c'est le seul moment qui existe, c'est le moment présent, et c'est celui-là sur lequel on peut agir. Et en gros, cette fille qui était un peu inactive et dépressive, bah, à la fin, elle va s'engager un peu plus en retrouvant son père à travers cette histoire. Elle va s'engager dans la survie il y a une catastrophe environnementale qui s'approche aussi, donc elle va en prendre conscience et elle va se rendre compte que son père était lié à cette histoire, et à travers ça, elle va vouloir agir pour justement défendre sa ville. C'était tout ça qui se croisait, c'est-à-dire le choix des villes, la recherche du père, et d'un coup la prise de conscience que quelque chose se passe autour d'elle ou qu'elle ne voyait pas, et qui est plus important que finalement sa propre vie. Quel a été le bilan une fois que le projet est sorti et était à la vue de tous, au niveau aussi bien des critiques, comment tu les as vécues, mais aussi est-ce que ça t'a apporté, ça t'a ouvert des portes par la suite dans des projets que tu voulais faire, ou des contacts, des choses qui font que ça avance plus facilement maintenant pour toi? Alors, l'accueil était super. Au niveau, bah, la presse était plutôt bonne. Les retours que j'ai eus étaient super. La série a bien fonctionné parce qu'elle est très vite devenue la série numérique la plus vue sur France Télévisions. Donc ça, c'était incroyable pour nous. Parce que nous, on n'a pas de référence, on ne sait pas trop les chiffres des entrées numériques, en fait, on n'en sait rien. Donc ça, on nous l'a appris très vite. Dès la fin, la série sortie pour le 31 mai, donc fin juin, on nous avait déjà ce genre d'infos, et en disant bah c'est un succès. Donc ça fait hyper plaisir, parce qu'on part un peu de nulle part, quoi. On part d'une idée sur un papier, et après on se dit ça y est, on donne la série aux gens. C'est comme un film au cinéma, il sort, on sait pas si les gens vont aller le voir, quoi. Donc ça, c'était super, et à tel point que France 3 finalement l'a diffusé en national en août pour nous récompenser la série. Donc ça, c'était top. On est passé en août. Bon, troisième partie de soirée, mais c'est bien quand même. On prend, on était content. Et donc voilà. Donc ça, c'est vraiment la retombée immédiate. C'est les retours de la profession aussi quand même, et du public, et effectivement cette mise en avant sur l'international qui n'était pas prévue à la base. Donc ça, c'était cool. La série, bah forcément, elle marche beaucoup plus au début parce que maintenant, ça fait 8 mois qu'elle est sortie, donc elle est encore en ligne jusqu'au novembre 2025. Donc ça, c'est bien aussi de se dire qu'une série peut être vue n'importe quand. C'est-à-dire, c'est pas comme le cinéma où au bout de 2 semaines, le film disparaît, quoi. Donc ça, c'est top. Pour les retombées, bah, c'est sûr qu'aujourd'hui, nous, on peut revendiquer la série en tant que production, moi en tant que réalisateur aussi. Ça aide forcément dans les projets qu'on va proposer. On nous regarde forcément un peu différemment. Ça ne veut pas dire qu'on signe quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est plus facile. En tout cas, on est plus crédible, je pense, quand on a une idée de série, par exemple. Là,
pour moi, je fais la différence entre série et cinéma pour le coup. Parce que si, malgré tout, parce que c'est des guichets, des univers différents. Mais bon, voilà. Donc nous, on essaie de développer ça. On a d'autres projets. Moi, j'ai un autre projet aussi que je suis en train de développer. Bon, il y a la saison 2 qu'on est en train d'écrire, mais j'ai aussi un autre projet qui me tient à cœur que j'essaie de développer. Et ça se fait plus facilement, on va dire. Mais pour mais rien n'est acquis, évidemment. Oui, parce que tu as trouvé un système qui est vraiment assez vertueux, puisque ta société est en Occitanie. Du coup, tu t'appuies sur un diffuseur local. Après, tu as le soutien de la région, des villes les plus importantes. Après, ça te permet d'aller chercher, comme tu disais, du CNC, de la ProCirep. Est-ce que ce système-là, est-ce que selon toi, il est applicable sur d'autres productions et d'autres projets que tu as, que ce soit du long ou des séries, c'est-à-dire de tout piloter et lancer depuis l'Occitanie? Est-ce que tu penses que ça peut aussi se dupliquer sur d'autres régions pour des gens qui nous écoutent et dont les sociétés sont en province? Ah oui, bien sûr. Au contraire, je pense que c'est même ce qui est préconisé. Je pense pour les gens qui habitent vraiment dans une région où je pense que déjà beaucoup le font dans le monde du documentaire, en tout cas, où ils mettent vachement en avant les. Alors moi, je suis pas un auteur ou un réalisateur d'Occitanie, mais malgré tout, je peux très bien imaginer un projet dans une autre région. C'est possible aussi. Après, il faut mettre en place le système, mais trouver effectivement un coproducteur local. Parce que le réalisateur n'est pas forcément obligé d'être de la région. Par contre, après, il faut embaucher beaucoup de gens de la région, c'est normal, et faire vivre le tissu économique du coin. Mais bien sûr que je pense que c'est un plan de financement viable, sans vouloir, par contre, avoir des dimensions trop gourmandes, quoi. C'est-à-dire parce que souvent, les régions sont des compléments à des financements déjà plus ou moins acquis. Par exemple, je dis n'importe quoi, un Meurtra sur France Télévisions, il se passe dans plein de régions, ça se passe dans plein de régions différentes, mais il y a un gros financement déjà acquis à la base, la région vient en complément. Donc c'est un peu différent. Mais oui, je pense que ça peut te. Je crois d'ailleurs, mais je ne peux peut-être pas dire bêtises, qu'une autre région est en train de faire un peu la même chose que nous. Je crois que c'est le Grand Est. Ils sont en train de faire une série un peu de leur côté. Au niveau du tournage, ça s'est passé comment? Parce que en soi, on imagine que ça a été compliqué potentiellement d'aller jusqu'au sommet et de tourner. Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont dû être vues, justement, ou enfin, quelles ont été les solutions, en fait, aux problèmes d'écriture de base, enfin pas de problèmes d'écriture, mais qui n'ont pas pu être transcrits à la réalisation? Et tout à fait, quand nous, on écrit l'histoire de jeunes qui sautent en haut d'une montagne pour traverser un vortex, là, clairement, je me dis pas c'est impossible. Mais clairement, j'aurais dû peut-être réfléchir à autre chose. Mais en même temps, on trouvait ça cool parce qu'on disait s'il y a un vortex au bout d'une rue, bon bah, voilà, il faut que ça soit quand même un peu entre guillemets réaliste dans le fantastique, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut que des choses soient un peu cachées ou difficiles d'accès. Et quand, pour le coup, là, la production de la série s'est faite un peu aussi un peu bizarrement parce qu'on a fait des choses par bloc. C'est-à-dire qu'on a tourné un premier bloc en décembre 2022, c'était en studio chez France 3. Pendant 2 semaines de tournage et 2 semaines de prépa. On a tourné tous les intérieurs de la maison. Et à ce moment-là, on avait encore tous les extérieurs à préparer en disant où est-ce qu'on va tourner. Il y a des choses, on n'avait pas de réponse encore. Notamment, typiquement, aller en haut de la montagne du Mont Bugarache, du Pêche Parce de que Bugarache. je précise, ceux qui nous écoutent, parce que quand tu dis montagne Bugarache, c'est un pic rocailleux. Pour ceux qui connaissent pas, allez sur Internet, vous allez voir que monter une toute équipe de 40 personnes là-haut, c'est pas gagné, quoi. Ouais, c'est pas très haut, hein, ça fait 1200 mètres de mémoire, mais pour monter, il faut 2 heures, quoi, sans matériel, sans rien. Donc, et à la fin, est assez raide. Donc, compliqué d'à monter une équipe de 50 personnes là-haut, même avec des hélicos, enfin, c'était impossible, quoi, c'était trop compliqué. Donc, on savait ça, parce que quand on a écrit, on a fait des repérages. Donc, on est monté, avant d'écrire, on a fait nos repérages et on s'est dit, ok, c'est cool, mais comment on va faire? Et on s'est dit. De mémoire, c'est hyper venteux. Ce que je suis passé, je l'avais visité pendant un moment, c'est super vent. Il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien. Là-haut, il n'y a pas d'arbres. Mais on monte dans la forêt quand même. Il y a pas mal d'arbres en montant. Donc ça, c'est vraiment une question qu'on a mis en côté, ce qui est un peu tard, mais qu'on avait commencé à tourner sans avoir la réponse.
Et donc la première bloc est passée et après on devait tourner en mars-avril et c'est là il fallait trouver qu'on trouve une solution parce qu'on tourne en mars-avril, tout le monde revient et ça c'est prévu au programme quoi. Et effectivement, pendant que la période d'avant, on fait des repérages, on refait des repérages, on cherche un endroit où l'on pourrait simuler un sommet de montagne. Ça peut être, voilà, on cherchait un promontoire un peu caillouteux justement, mais qui soit au sol, quoi. Donc on a fait un peu tout le coin, toute la région, avec des régisseurs, des repéreurs, mais il y a rien. Et en plus, il fallait que ça soit sécurisable. Et il fallait, il y avait beaucoup de choses à faire qui étaient compliquées. Et comme tu dis, tourner en extérieur, à partir du moment où on a très peu de temps et d'un coup il se met à pleuvoir, il y a du vent, les bâches elles pourraient voler, enfin j'en sais rien. On s'est dit ça va être compliqué. Notre directeur de production, Vladimir Ferral, avait tourné lui dans des clips et des pubs sur des écrans LED et il nous a proposé cette solution, sachant qu'on disait que ça va être compliqué parce que ça coûte très très cher de tourner sur les écrans LED. Donc on a quand même rencontré plusieurs prestataires, et notamment ceux de Provence Studio, La Palette Rouge, qui ont à Martigues, qui ont le plus grand écran LED d'Europe, quoi. Donc je dis waouh. Et parce qu'en fait, il nous faut beaucoup de hauteur pour simuler les sauts, il nous fallait un grand espace. En fait, on avait une petite série, mais à ce niveau-là, c'était devenu Hollywood, quoi. Et on se dit mince, comment on va faire, quoi. Et il se trouve que les circonstances fait que ça s'est très bien passé, on a eu accès pendant 3 jours à ces écrans et on a pu mettre en place le planning autour de ça. Donc, il fallait créer un bout de montagne quand même. Ça a recréé des surcoûts quand même, mais qui valait la peine parce que sinon, on aurait eu beaucoup de mal. Une grosse partie de tes extérieurs sur le haut de la montagne, c'est en 3 jours en fait que tu mets en boîte. Toutes les scènes de jeu en haut, ouais, c'est en 3 jours. Ouais. En 3 jours. Pour la série, on a 30 jours à grosse équipe pour faire une série de 3h30. C'est pas beaucoup. Donc, faut être malin aussi. Et ça aussi, c'était une de mes craintes aussi. Comment je fais moi, mon court-métrage le plus long, c'est 17 minutes. J'avais mis 5 jours. Et là, je devais faire en 4 jours, je devais faire des 26 minutes. Je me dis, comment je vais faire? Je me dis, ouais. Et il se trouve que ça, c'était un peu ma peur d'origine. Mais finalement, quand on est bien entouré, tout va très bien. Et en tout cas, ces écrans LED, c'était hyper intéressant de travailler dessus, mais il faut quand même beaucoup de prépa, ce qu'on n'avait pas forcément. Donc, on a eu pas mal de problèmes techniques, des problèmes un peu compliqués à gérer. C'est en gros, pour te dire, dans un plateau normal ou en extérieur, on tourne une vingtaine, 20, 25 plans par jour. Là, on a tourné 10-12. Parce que il y avait tellement. En fait, nous, on a cumulé ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire on simule un extérieur en haut d'une montagne avec plein de temps différents. Des soleils couchants, des temps gris, des soleils. Enfin, tout ce qui est gestion de la lumière et d'un coup, une usine à gaz, quoi. C'est dans le sens, waouh, comment on fait pour gérer tous les paramètres pour que les gens y croient. Plus comme tu dis que c'est venteux, on a dû remettre des ventilos pour que les gens y croient un minimum. Et sauf que dans les ventilos, le son, tout est post-synchronisé, quoi. Ouais. Donc voilà, en même temps, c'est hyper intéressant parce que tu dis waouh, on est confronté à ceux que plein de gens font régulièrement et c'était vraiment fun à faire, quand même. Pas pour tout le monde parce que les comédiens n'ont pas toujours aimé parce qu'il y a beaucoup d'attentes, encore plus que d'habitude, et c'était une expérience pour eux aussi parce que très peu de gens avaient tourné sur les écrans en fait, à part mon chef-op et mon directeur de production. Donc on a tous découvert ça, quoi. Donc on découvre des possibilités. Sans ça, on n'aurait pas pu tourner ce qu'on voulait, comme on voulait. Mais ça ouvre effectivement, mais ça ouvre des possibilités, mais il faut quand même prendre conscience que c'est pas si simple. Voilà. Sur la saison 1, tu as un co-scénariste. Sur la saison 2, vous êtes maintenant 3. Oui. Comment ça se passe la dynamique en fait? Comment vous écrivez ensemble? Est-ce que vous passez, moi j'écris telle scène, telle séquence, ou c'est plus on écrit tout ensemble? Comment ça se passe? Là, on est vraiment, en tout cas, pour la saison 2, on est vraiment une phase de brainstorming intense où on essaie de tirer tous les fils possibles en disant donc tout le monde a des idées, tout le monde apporte quelque chose, et c'est pour ça que je voulais une troisième personne. On voulait une troisième personne parce que une scénariste aussi, parce qu'on est quand même une série quand même plutôt féminine, donc c'était bien. On était deux hommes de plus de 45 ans, écrire pour une série de jeunes femmes de 20 ans, c'était bon. On s'en est sorti, hein, mais ce qu'on a fait lire, voilà. Mais on s'est dit que c'était bien tout de suite à la base d'apporter quelque chose de
différent, un regard différent et objectif aussi, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas écrit sur la saison 1 et qui justement a un regard très objectif sur la série, et c'était cool d'avoir ce regard. C'est toujours cool, on est dedans. Donc là, on est plus dans le brainstorming de toutes les idées, toutes les arches, tous les personnages, on va où est-ce qu'on va. En tout cas, donc on n'a pas encore écrit concrètement les séquences, on n'est pas encore dedans, on est plus dans les synopsis, des épisodes. Mais en gros, ouais, il faut qu'on se mette d'accord un peu tous les trois. Il faut que tous les trois on soit d'accord sur quelque chose. S'il y en a un des deux qui est moyen, pour l'instant, on n'est pas à la majorité. 2-1, on a raison, toi tu t'es. Non, on essaie d'être d'accord tous les trois faut que ça résonne en nous en disant ah oui, ça c'est bon, ça c'est juste. Pour la saison 1, ouais, on écrivait les séquences en fonction de nos attentes, de nos désirs, en disant ah bah tiens, moi j'aime cette séquence, je vais la faire. Ah ok, vas-y. Et après l'autre relit. Et on faisait comme ça. Donc on a écrit une séquence sur 2, en gros, pour résumer. Avec là où on était plus à l'aise, là on se dit ah bah attends, ça j'aime bien, ce personnage, moi il me plaît. Ah bah cette situation, moi je veux vraiment écrire là-dessus, sur la physique quantique, parce que j'adore ça. Et après l'autre relit complètement, refait une touche, refait une passe, et voilà. C'est plus, il y en a un qui en fait le premier jet, l'autre lit. Et on alterne en fait en fonction des séquences qui nous plaisent. Et ce qui est drôle, c'est que moi je dis souvent, je sais plus qui a écrit quoi, à part avec quelques phrases. Donc je me dis c'est qu'on a plutôt réussi notre travail. Ouais, c'est ce qu'on se dit des fois avec Maxence. Des fois on se relit, on se dit ah, je sais plus qui l'a écrit. Effectivement, je suis d'accord avec toi. En général, je trouve ça toujours très très bon signe. Quels sont pour nos auditeurs et nos auditrices, quels sont les conseils d'écriture que tu pourrais leur donner et que toi tu avais en tête au moment d'écrire Bulgarache? Waouh, les conseils d'écriture. Ouais, est-ce que tu avais des mantras? Est-ce que tu avais quelque chose, tu t'es dit bon là les personnages je mets à fond là-dessus, il y a telle chose que j'aime bien dans tel scénario ou telle méthode d'écriture que j'aime bien que je vais mettre dedans? Comme je disais, j'apprends toujours de tout ce que je fais, tout ce que j'écris, donc je change régulièrement de braquet d'ailleurs. On me disant ah bah tant que ça me convient mieux. Par exemple, moi avant sur mes courts-métrages, mais c'était des courts-métrages, je partais beaucoup d'un univers ou d'une ambiance ou d'un style, d'un truc qui me plaisait, ça peut être même une musique des fois, ça peut être voilà. Là, quand c'est une série, il fallait absolument que je parte de mes personnages. Donc très vite, on a caractérisé nos personnages en disant qu'est-ce qui est intéressant, et on les a construits les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire que si on dit un tel, je dis n'importe quoi, aime la rando, bah l'autre déteste la rando. Parce que c'est très vite, on se rend compte que c'est ça qui fait le moteur et l'énergie d'une série ou d'un bon film, je pense, c'est les rapports entre les personnages, et c'est ça qui fait la dynamique. Donc moi, très vite, il y avait ça, de se dire les personnages avant tout, on part des personnages et on écrit notre histoire en fonction aussi de ce qu'ils vont traverser, de leur réaction, tout en sachant très bien où on veut aller. Donc moi, mon conseil, c'est de savoir où on va, et d'avoir des personnages qui se complètent plutôt, et d'avoir aussi une thématique forte. Nous, c'était les choix de vie, c'est-à-dire que on écrivait toujours quelque chose en fonction de ça, sans tête. Voilà, ça serait vraiment, voilà. Moi, je suis pas très conseil, parce que je suis pas. Vous avez eu des gens très compétents très pédagogues, qui savent très bien raconter des choses. Et ouais, sur les livres de scénarios que j'ai lus, tout ça, j'en ai eu beaucoup comme tout le monde. Je pêchais que ce qui m'intéressait dedans, en fait. J'ai pas de choses très définies ou très très dogmatiques. C'est-à-dire que moi, je suis très intuitif, en fait. Par rapport à, tu nous disais tout à l'heure que tu avais par exemple des projets où tu t'amusais à mettre des références, des acteurs que tu aimes particulièrement parce que ça faisait un petit peu lien avec qui tu étais quand tu étais enfant, ce que tu aimais. Est-ce que tu t'es amusé à faire ça aussi sur Bulgarache, et quel type d'easter egg ça pouvait être? Oui, bah j'ai caché. Moi, c'est plus de la private joke. Moi, ça m'éclate de faire ça, parce que je trouve que quand c'est pas intéressant en soi, mais moi, ça me fait rire de mettre une référence à Code Quantum, une référence au Cercle des Poids Disparus, une référence à Contact, des films que moi j'ai adoré quand j'étais jeune, qu'une personne sur 1000 verra. Mais c'est pas grave. C'est bizarre, parce que j'ai l'impression de rendre hommage à quelque chose, mais sans que ça soit lourd. Et forcément, de toute façon, quand on fait quelque chose, inconsciemment, on reproduit des choses qu'on a aimées.
ou qu'on a vu. Alors forcément, à Bugarach, c'est fantastique, c'est des mondes parallèles, mais moi, j'ai pas spécialement de film sur les mondes parallèles qui me plaisent plus qu'autre chose. Et par contre, le côté parce qu'il y avait Sliders aussi à un moment, mais moi, j'ai jamais trop aimé Sliders. D'ailleurs, il y avait une référence directe à Sliders et on l'a coupé, on l'a coupé au montage. Quoi. Comme quoi, c'est que je la voulais pas. Mais oui, par exemple, j'en citais deux comme ça, le bistrot dans lequel se retrouvent les filles s'appelle le Carpe Diem. Pour moi, c'était une référence au stade des poids disparus. C'est un plan qu'on voit une demi-seconde à un moment. Ça n'influence aucunement l'histoire et en même temps, ça raconte quelque chose sur le moment présent. Donc voilà, j'essaie de trouver des petites références comme ça qui me plaisent. Ou la référence Code Quantum, c'est dans l'épisode 2 où elle se voit dans le miroir et elle fait « Oh bravo ». Ça, c'est vraiment la référence. À chaque fin d'épisode de Code Quantum, c'est une série que j'ai beaucoup regardé. Il avait cette expression. Personne comprend pourquoi elle dit ça, peut-être, je sais pas, mais moi, ça me fait rire. Justement, tu parlais de la structure des épisodes. Comment tu as défini justement la structure de chaque épisode de Bugarach? Comment ça fonctionne? C'est quoi les mécanismes d'articulation que tu as là-dedans? Alors, nous, on a fait très vite, on avait l'épisode pilote. C'est-à-dire qu'on voulait tout de suite, on a travaillé sur l'épisode pilote en disant voilà, l'épisode 1, on va de là à là. Il fallait tout ce qu'on voulait mettre dans l'épisode pilote pour après être un peu plus libre. Très vite, on a créé l'épisode pilote en disant voilà à quoi ça ressemble l'épisode pilote, parce que c'est un truc qu'on nous demande souvent à quoi va ressembler le premier épisode. Qu'est-ce que ça? Et donc, poser les personnages, les thématiques, et tout de suite, le premier cliff qui est en fait le Vortex. Tout ça, c'était des trucs indispensables dans le premier épisode, parce qu'on n'a pas le découvrir au troisième épisode, le Vortex. C'est pas possible. C'est une série de 8 épisodes de 26 minutes, ça va très vite. Donc nous, très vite, on s'est créé nos pitchs avec une séquence d'ouverture et un cliff de fin en disant voilà où on va aller. Sachant qu'on savait comment se terminait la série. Mais comment trouver l'équilibre entre tout ça, dire ah bah tiens, l'épisode 2 serait sympa de finir comme ça, l'épisode 3, ah bah attends, et essayer d'introduire à chaque fois un nouveau personnage, en tout cas, ou quelque chose qui redynamise la série à chaque épisode. Ça, c'est un truc auquel on tenait beaucoup. Bon, sans spoiler, il y a des personnages qui viennent, qui partent. Dans chaque épisode, il y a un peu de renouvellement de personnages et surtout d'une fin qui fait que on a envie de voir l'épisode suivant, quoi. Et ça, pour le coup, j'avais jamais fait, forcément. Je n'avais que mes références, comme tout le monde, de série. Mais ça a plutôt bien marché parce qu'on a les, comment dire, on a les chiffres, vous savez, de qui va au bout d'une série, qui ne va pas au bout. Et moi, on m'avait toujours dit, fais attention, les gens regardent beaucoup le premier épisode et il y a très très peu de gens qui vont au bout des séries. Et toutes les séries en général, je parle pas de séries de Netflix, Amazon, qui tu veux. Les gens accrochent beaucoup au début et c'est logique. Et après, il y en a qui perdent le fil et qui vont pas au bout. Et nous, on a un très très beau chiffre de fin. Donc, les gens qui sont gros, je sais pas, on n'est pas loin de 70% des gens qui vont au bout. Oui, c'est sachant qu'on en perd beaucoup après le premier épisode, parce que le premier épisode est un peu long, un peu particulier, et qui fait que ça, pour le coup, c'est un truc qu'on changera dans la saison 2. On a moins de choses à présenter aussi, donc ça, c'est plutôt bien. C'est toujours risque des premiers épisodes où on veut mettre beaucoup de choses, on veut présenter, faut que les gens comprennent assez vite les enjeux, et des fois, effectivement, ça peut être un peu plus mou, entre guillemets. Donc ça, c'est un truc qu'on m'a dit après coup, parce que moi, sur le coup, je trouvais pas ça mou, mais c'est un truc objectivement que j'entends et qu'on va faire autrement. En tout cas, malgré tout, dès ceux qui sont restés au deuxième, troisième, ils sont allés au bout. Donc ça, c'était super. Mais donc ça veut dire que nos cliffs marchaient plutôt bien, que les personnages, ça les intéressait. Donc encore une fois, les personnages sont importants. Renouveler un peu chaque épisode avec des nouveaux décors, des nouveaux personnages et des cliffs qui accrochent un peu. Voilà, c'est ça qu'on avait comme recette, entre guillemets. Est-ce qu'il y a des difficultés, des erreurs que tu as pu avoir par le passé sur d'autres projets qui t'ont aidé à te dire sur Bugarach saison 1, je fais attention de ne pas aller là-dedans? Ouais, bah clairement, par exemple, sur mes courts-métrages, les comédiens apprenaient à la virgule près tous mes dialogues. Donc ils répétaient à la virgule près tous mes dialogues. Et en fait, je me rendais compte, ce compte assez tard quand même, que des fois, je trouvais que c'était trop littéraire. C'est-à-dire qu'ils parlaient pas naturellement, en fait. Sur le coup, on se rend pas trop compte dans l'énergie, voilà. Et après coup, quand on le monte, on dit c'est un peu, voilà. Donc moi, maintenant, ce que je fais, c'est quand je fais la lecture avec tous les comédiens, en tout cas, ça, c'est un truc auquel je tenais beaucoup, c'est travaillons ensemble les dialogues. C'est-à-dire que, en plus, là, c'est des jeunes adultes. J'ai pas forcément leur vocabulaire. Après, ils ont 20 ans, ils ont pas 15 ans, mais donc ça va, on peut arriver à se comprendre. Mais
surtout, appropriez-vous les dialogues. Donc là, on a fait beaucoup à travailler dans ce sens-là où chaque comédien, comédienne, surtout les plus jeunes, d'ailleurs, avaient besoin de mettre leurs pattes dans les dialogues. Donc, et moi, j'étais tout à fait pour parce qu'il fallait surtout, je voulais en tout cas que ça soit le plus naturel possible et même rajouter des expressions à eux s'ils voulaient. Enfin, il y avait une mini part d'impro qui était bienvenue de mon côté et que j'acceptais, alors qu'avant, j'acceptais un peu moins peut-être. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, ce que j'ai le plus appris de mes courts-métrages, c'est l'apport du comédien dans son personnage, quoi. On sait que l'œil du producteur sur le scénario, c'est aussi de pouvoir faire des fois rentrer des ronds dans des carrés et vice-versa. Toi, comment tu gères la part de lieux récurrents dans la série? On sait que quand on met un lieu récurrent, ça permet de mutualiser un peu le tournage en tournant plusieurs séquences au même endroit, dans la même arène, on va dire, le même lieu. Toi, tu le gères comment sur Bugarage, tout ça? Bah, assez facilement. Enfin, de mémoire, je sais que quand on écrit, par rapport aux contraintes dont on parlait tout à l'heure, je savais qu'on n'aurait pas, de toute façon, qu'il fallait être malin, qu'il fallait utiliser au maximum les lieux qu'on avait, ou en tout cas pas les multiplier. Et en même temps, moi je me disais, faire une série toujours dans un même endroit, ça va être un peu chiant. Donc, et en plus, une série un peu fantastique, où on a besoin d'extérieur, on a besoin de rêver un peu, d'avoir un peu de. Donc, j'avais cette contrainte de me dire, bon, il y a un lieu, il y a quelques lieux qui vont venir, comme la maison d'Emily, le personnage principal. Sa maison, on y est quand même pas mal. On va optimiser, on va faire venir d'autres personnages ici, on va faire des scènes là qui étaient ailleurs. Par exemple, il y avait des scènes qu'on a coupées justement au moment du plan de travail. On va dire que les scénarios aujourd'hui, ils font 23-24 pages. À l'époque, ils faisaient 28-30 pages au tout début de la production. Sauf qu'il fallait 60 jours, presque 50 jours de tournage. Donc c'était compliqué. Donc là, on a raboté des scènes. Par exemple, des scènes qui se passaient. Bon, les scènes un peu plus compliquées, genre les grosses scènes de manif, on les a enlevées parce que voilà, ça coûtait trop cher. Mais il y a des scènes qui se passaient en parallèle. Et ben, on les a un peu effectivement mis dans des lieux qu'on avait déjà. En disant, bah, ça peut le faire là, ça peut le faire dans une rue, ça peut le faire chez Billy, ça peut le faire. Malgré tout, moi, je me suis toujours dit, bon, bah, j'ai fait beaucoup d'efforts. On a fait en sorte qu'il n'y ait pas. Mais en même temps, on me disait toujours, il y a trop de lieux, il y a trop de lieux, il y a trop de lieux. Il y a trop de décors, parce qu'il faut savoir que dès que tu changes de décor, c'est compliqué parce qu'il faut bouger les camions, il faut que. Oui, tu as un temps d'installation qui est incompressible. T'as un temps d'installation qui est long, donc c'est un truc effectivement il faut prendre en compte sur ce genre de série. Donc si tu installes 3 jours dans un décor, c'est bien. Si tu fais des allers-retours tous les jours dans un décor, c'est compliqué. Mais ou pire, une demi-journée dans un décor, ce qui est arrivé évidemment. Mais quand on est bien organisé, tout va bien. Mais moi, je suis content quand même de ne pas avoir trop. En tout cas, d'avoir essayé d'avoir le maximum de décors différents pour pas que ça fasse trop pauvre, entre guillemets. Vous voyez, dans le sens. Justement, et après, il y a des super séries qui se passent dans des décors uniques. J'entends regarder Severance. Bon, le décor il est dingue. Mais voilà, c'est Severance. Mais je trouve que pour nous, c'était la même logique parce qu'il fallait qu'ils se déplacent, il fallait qu'ils aillent dans les vortex, ils vont voir des mondes différents. Nous, on a joué sur les décors en les réinterprétant, on a changé la couleur des murs, on a changé la déco, le mobilier, on a changé ce genre de choses pour donner l'impression que aussi on était dans une maison différente. Est-ce que au niveau du casting, justement, il y a eu un besoin assez tôt d'avoir une tête d'affiche, si je puis dire, ou alors c'était plutôt assez linéaire et on vous a fait encore confiance, carte blanche Ouais, alors là, on a choisi les gens qu'on voulait absolument. On n'a pas eu du tout de. C'est l'avantage aussi de ce mode de production, c'est qu'on n'a pas de grosses contraintes ni sur le look le style, l'image par exemple, le format, la lumière. Enfin, on a fait vraiment ce qu'on voulait. Et pareil pour le casting. Nous, on a choisi par rapport à notre réseau, par les gens qu'on connaissait, par les gens qu'on aimait bien. Et à chaque fois, on a proposé, les gens ont accepté. Après, il y en a qui n'ont pas pu le faire pour des raisons de planning ou quoi, mais globalement, tous ceux qui étaient là, on les voulait, quoi. Donc, même à 100%. Donc, on n'a pas eu on n'a pas eu du tout de pression. Oui, c'est vrai qu'un des points d'originalité, c'est que tu n'as pas monté finalement le projet sur le nom d'un comédien bankable pour porter le concept. Ouais. Différence avec le cinéma, pour le coup. Parce que moi, c'est une des questions que je m'étais posée par rapport à la présence de Linda Hardy. Tu vois, je me suis dit, ça se trouve, ils ont, trouvé Linda Hardy, proposé un package avec et la série et un nom qui
qui parle puisque Linda Hardy avait Oui. déjà joué des premiers rôles sur TF1. Ouais. Sur C'est vrai que pour le rôle d'Aurore, c'est vrai qu'on voulait un petit nom, un nom de la télé qui rassure aussi, parce qu'à un moment où on monte le projet, c'est vrai que c'est ce genre de questions qui peut, comment dire, on a anticipé les trucs qu'on risquait de nous demander, ou même pour les ventes plus tard, en disant, bah, c'est bien peut-être d'avoir quelques petits noms, j'en sais rien. Donc après, moi, Linda, on y a pensé assez vite, parce qu'on se dit, bah tiens, on va lui proposer. C'est vrai qu'à l'époque, elle faisait beaucoup de choses pour TF1, et on se dit, bon, bah peut-être qu'ils ne voudront pas, que c'est un petit rôle de toute façon. Mais moi, j'avais bien aimé le film de Bilal, Immortel, à l'époque, j'étais resté là-dessus, c'était il y a longtemps. Mais et je me suis dit, bah voilà, ça fait 20 ans qu'elle tourne. Moi, je trouve qu'elle correspondait vraiment bien au rôle, et puis le peu que je connaissais d'elle, en tout cas. Et on lui a proposé, elle a accepté tout de suite. Donc on était ravis. Mais effectivement, il n'y a pas de. Personne nous a dit, prenez Linda Hardy, quoi. Nous, c'est vraiment un choix personnel. Là, par exemple, pour la saison 2, on a un nouveau rôle. Je sais pas à qui on va le proposer, mais on va s'autoriser, on va s'autoriser qui on veut, quoi. On verra bien. Est-ce que tu as eu l'impression que, à partir du moment où tu savais que ça allait être sur une plateforme, que ça allait être digital, et que les gens allaient la regarder directement sur France.tv, est-ce que ça a changé ta manière de voir les choses sur la conception? Est-ce que tu t'es dit, je peux me permettre plus de choses parce que ça va être sur Internet, plutôt que diffuser justement en télé? Bah, ce qui est sûr, c'est que bah, moi, de toute façon, j'ai pas d'autres expériences. J'ai pas fait de, entre guillemets, de prime time ou de choses à contrainte, entre guillemets, et que je comprends tout à fait. Donc, je me suis jamais dit, je me suis dit, oui, on peut faire ce qu'on veut. De toute façon, l'avantage de la plateforme, c'est qu'on peut faire une petite série fantastique, une série numérique fantastique, ça va déranger personne, quoi. Et donc, encore une fois, pas de contrainte dans ce sens-là, où je me suis. Alors, moi, il y a des trucs après que moi, je voulais pas. Par exemple, je voulais à l'opposition des choses qui passent sur France 2 à 21h. Je voulais pas de policiers, je voulais pas de flingues, je voulais pas de point interrogatoire. Et parce que voilà, il n'y a pas besoin. Il y en a assez à droite à gauche, puis la série n'en nécessite pas. Donc, je voulais vraiment être à l'opposé, peut-être presque, de ce qui se fait, de proposer autre chose, mais c'est très inconscient, à part ce truc des flingues et des gendarmes. Mais parce que en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de séries policières, et qu'il n'y a pas besoin d'en rajouter, quoi. Donc, si on veut proposer autre chose, il fallait vraiment y aller, quoi. Tu travailles donc sur Bugarage qui, comme tu le disais, utilise des logiques de vortex, de physique quantique. Comment tu assures la partie science dans tout ça? Est-ce que tu fais relire? Est-ce que tu as un conseiller? Alors, j'ai passé une thèse de physique quantique. Non, bah moi j'aime bien ce genre de sujet, donc voilà, sans évidemment avec ma petite année de fac de sciences, je vais pas aller très loin, mais malgré tout, c'est un truc qui me passionne, plus pour l'imaginaire de ce que ça provoque comme possibilité dans notre tête, quoi. Donc oui, on a lu pas mal de choses là-dessus, on a essayé de retranscrire des idées qui nous plaisaient, qui pouvaient correspondre à ce qu'on voulait raconter sur les multivers, sachant que tout ce qui est multivers est vachement développé, vachement. Il y a beaucoup de séries qui en parlent au final. Alors, certes, c'est des séries peut-être Marvel ou Disney, donc nous, on ne pouvait pas aller dans ce genre de trucs. Mais les gens acceptent bien l'idée qu'on n'a pas besoin d'en faire des tonnes, quoi, non plus. Après, oui, tous les dialogues, j'avais tout isolé, tous les personnages de Mathéo, le personnage de physicien qui est incarné par Aurélien Aucoin, j'avais isolé toutes ces séquences et je les avais fait lire à 2 astrophysiciens, dont les 2 étaient spécialistes des mondes parallèles, ce genre de choses. Et donc leur retour, ouais, ont été précieux, mais en gros, ils m'ont dit, c'est bien ce que tu veux, de toute façon, nous aussi on est un peu dans l'imaginaire, nous aussi on fait des calculs des fois un peu farfelus, nous aussi, si ça sert ton histoire, c'est le plus important. Parce que typiquement, il y en a un qui m'avait dit, Jean-Pierre Luminet, pour pas le nommer, qui m'avait dit, si vraiment ça existait, ce genre de choses, tu partirais dans un vortex, tu pourrais pas en revenir, il me dit. Mais c'était Henri. Bugarach, court-métrage de 3 minutes. Ça aurait été une autre série. Ça aurait été une série, gars qui est comme Sliders, ils sont bloqués dans des mondes, il faut qu'ils reviennent, quoi. C'est une autre série.
Donc, ouais, mais moi, ça m'arrange pas. Il dit, bah, si ça t'arrange pas, tu le fais pas, puis c'est tout. L'important, c'est que ça te serve ton histoire. Donc, il m'a juste corrigé 2-3 choses sur des théories. Il y avait 2 théories qui étaient opposées à un moment. Il dit, bah, précise bien qu'elles sont opposées, que c'est des théories différentes et que c'est pas les mêmes. Et globalement, après, il a dit, fais bien ce que tu veux. Mais c'était important, effectivement, comme tu dis. Enfin, moi, c'était important pour moi si on parle de quelque chose, en tout cas, d'être un petit peu. Moi, ça me rassurait qu'un astrophysicien l'ait lu, qu'on me dise pas, ah ouais, mais attendez, c'est n'importe quoi. Là. Bien sûr qu'il y aura des gens qui vont penser ça, et c'est normal. Mais au moins, moi, de mon côté, je suis tranquille. Tu nous as confié comme quoi, pour toi, ton but premier, l'un de tes goals, c'était justement d'avoir ton long réalisé avant tes 30 ans. Est-ce que le long est toujours vraiment important pour toi? Est-ce que c'est vraiment le format que tu veux explorer le plus rapidement possible? Je veux dire, en tant que scénariste, réalisateur. Ou alors, est-ce que tu as vu d'autres formats émerger, que tu aimerais bien tenter? Alors, bah, c'est vrai que moi, avant Bulgarache, j'avais un peu fait le deuil. Parce que déjà, j'avais dépassé les 40. Et le deuil, je m'étais dit, c'est pas grave. Comment dire? Ma vie ne dépend pas de ça, en fait. Voilà. J'étais parti sur d'autres choses qui me paraissaient plus essentielles. Et donc aujourd'hui, non, c'est pas quelque chose qui me travaille plus que ça. La série est quand même assez super comme format parce que finalement, j'ai fait l'équivalent de 2 longs métrages en un au niveau de la durée. Donc quelque part, je devrais être waouh, j'ai fait 2 longs métrages. Mais en fait, non, je me dis pas du tout ça. Je suis pas du tout dans cette revanche en tout cas. Et si un jour l'opportunité se présente d'en faire un, je serais content parce que le cinéma, c'est quand même ce qui nous a tous fait rêver et d'avoir un film projeté sur un grand écran, c'est ce qui nous anime à la base quand même. Bon, ça, j'ai pas oublié. Mais je suis moins dans l'important pour moi, c'est de raconter des histoires, quel que soit le format. Moi, j'aime la série finalement. Donc oui, continuer la série me plaît. Après, moi, je suis pas forcément quelqu'un qui va dans l'expérimental. Donc, des nouveaux formats, ce genre de choses, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse, c'est les histoires qu'on raconte, quoi. On parlait du fait que Bulgarache est monté avec beaucoup de fonds régionaux. Est-ce que tu peux nous redétailler le budget officiel de Bulgarache et qui a amené quoi? Ça, c'est pour les producteurs Alors, qui nous ouais. C'est une série qui a été fabriquée avec 2 millions, 2 millions 2, si je dis pas de bêtises. France 3 apporte un petit cash. La région a mis à peu près 200 000 euros. Le CNC a beaucoup aidé. Alors là, on a eu l'aide sélective. Donc, voilà. C'est l'aide sélective pour qu'on vulgarise un petit peu. C'est là où tu envoies un dossier et ça passe en commission et c'est eux qui te disent si oui ou non ça rentre dedans. Ils s'opposent au CNC, à l'aide automatique qui là est plutôt indue à certaines grosses sociétés, quoi. Voilà. Ben, en fait, à partir du moment où on génère du minutage, on a le droit à l'aide automatique. Par exemple, on aurait le droit à l'aide automatique maintenant, grâce à Bulgarache. Mais on a le droit à l'aide automatique. Mais l'aide automatique est un peu en dessous de l'aide sélective qu'on a eue, même en dessous. Donc en fait, c'est bien, mais on peut plus demander l'aide sélective. C'est un truc qu'on découvre maintenant. C'est assez étonnant. On peut pas demander l'aide sélective. Ah oui, t'as plus le droit en sélectif là sur la saison 2. Non. Donc on a l'aide parce qu'on a une aide automatique. Enfin, là, c'est un truc qu'on découvre aussi. Hein, donc c'est intéressant. Parce que, voilà, mais le montant est moindre. Parce qu'on a eu quand même une belle enveloppe pour la première saison. On a eu 400 000. L'industrie de France Télévisions, je sais plus combien c'était entre 700, c'est valorisé à 700 800 000 euros. Donc c'est du personnel, de la post-prod, du matériel. Donc ça, c'est quand même énorme. C'est presque le tiers c'est le tiers. C'est le tiers du budget, ouais, qu'ils amènent. Le tiers du budget. La métropole de Toulouse nous a aussi un peu aidé. Après, il y a un coproducteur, notamment Tabo Tabo, qui nous a soutenu aussi avec leur aide automatique pour le coup. Voilà. Et après, nous, on a mis aussi en balance qu'il faut pas forcément faire, mais comme on n'a pas le choix, le crédit d'impôt. C'est-à-dire que le crédit d'impôt, c'est une somme qui est valorisée à la fin des comptes, on va dire, qui nous rembourse. Sauf que nous, on l'a mis dans le plan de financement. Donc, c'est-à-dire c'est 200, 300 000 euros qu'on n'a pas. Donc, mais par contre, que la banque qui va nous suivre, donc c'était Coficiné, va valoriser. C'est-à-dire qu'ils savent qu'à la fin, on a notre budget. Il nous manque ça. Parce qu'au début, par exemple, le CNC, ils disent qu'ils donnent 400 000, mais au début, ils ne donnent pas 400 000. Ils donnent 300 000 et les 100 000 restants, c'est
quand on rend la copie, quoi, on va dire. C'est ça, ce fameux 75% au démarrage, 25% à la validation des Sauf comptes. que pour fabriquer, nous avons besoin des 100%. Donc c'est là où la banque intervient. Donc il y a des frais de banque, genre de trucs. Donc là, c'est le genre de truc qu'on n'a pas encore totalement remboursé parce que le crédit d'impôt est très très long à revenir aussi. Donc c'est pour ça que le crédit d'impôt en général, c'est ce qui fait quand on est bien, c'est ce qu'on gagne après coup, quoi. C'est-à-dire que c'est ce que la production il se paye pas forcément à la base, se paye à ce moment-là. Quand il y a du flux, ça c'est intéressant. Mais nous on l'a mis dans le plan de financement. Donc voilà, ça s'est fait à peu près comme ça. Pour parler un petit peu de la fin de la saison 1, justement, maintenant que tu es en plein dans l'écriture de la saison 2, ou le développement en tout cas, est-ce que tu étais satisfait de comment tu l'as terminé? Sous-entendu, est-ce que maintenant, dans le développement de la saison 2, ça a été assez facile de faire le lien? Alors, pas du tout. Moi, sur le coup, quand on écrit avec Philippe la fin, à la base, c'est pas celle-là. Hein. À la base, c'est une fin bouclée, on termine l'histoire, le méchant va en prison, l'histoire de l'environnemental est réglé, et il n'y a pas trop d'ouverture, quoi. Tout le monde retrouve sa place, tout le monde est heureux. Donc, 3 happy end, on a changé, on a décidé à ce moment-là de dire qu'est-ce qui pourrait se passer à la fin. Et ben, ça serait pas mal s'il y avait d'autres gens qui sont au courant, parce que forcément, il n'y a pas que, qui sont au courant des vortex, donc ça serait intéressant de les introduire à la fin, quoi. Et plus, on a rajouté une petite pirouette, c'est là qui nous met dans la galère, et qui fait que, waouh, qu'est-ce qui se passe, c'est pas normal. Bon, je vais pas spoiler la série, mais en gros, pour ceux qui l'ont vu, en tout cas, il y a un personnage qui revient, qui ne devrait pas être là. Et en même temps, tout ça, voilà. En même temps, il n'a jamais dû être réélu. En même temps, on a trouvé ça super cool parce qu'on se dit de toute façon, déjà la saison est un miracle, je ne sais pas pourquoi on va une saison 2. Quoi. Et on trouvait ça cool de se dire, on emmerde un peu tout le monde en disant, si jamais vous aimez, venez nous voir, quoi. Et il se trouve que beaucoup, on est en train d'écrire la suite, donc on se dit maintenant, il faut faire ce qu'on a créé comme fin, comme pirouette de fin, sachant qu'on n'avait pas forcément toutes les réponses. Donc ça, c'est un truc à pas faire, par exemple. En même temps, c'est hyper excitant parce que le brainstorming qu'on est en train de faire est assez dingue. Et alors pour tout ce qui est les nouveaux personnages qui vont arriver, ça, c'est pas un problème. On savait très vite ce qu'on peut raconter. Par contre, cette pirouette de fin où le personnage qui revient, là, ça engendre beaucoup de problèmes. Mais en même temps, c'est hyper cool de se projeter sur les nouveaux enjeux, qu'est-ce que ça a comme répercussion, et relier tout ça à notre thématique est super cool. Mais peut-être qu'on aurait fait autrement, malgré tout. Et en même temps, moi, je trouve que c'est très bien parce que ça nous challenge. Voilà. Là, tu as une série qui marche, vous partez sur une saison 2. Est-ce que tu vois la série sur un certain nombre de saisons définies? Ou est-ce que tu vas la clôturer la saison 2? Et autre question, est-ce que tu vas refaire des cliffhangers avec ce point d'interrogation de savoir que tu pourras peut-être ou pas monter le budget de la saison suivante? Ouais. Non, alors là, clairement, moi, à la base, j'aurais bien vu 3 saisons, et c'est tout. Parce que pour répondre à 3 grandes questions, on va dire comment, qui, quoi, comment, voilà. Chaque saison répondait à une espèce de question. Mais là, aujourd'hui, non, je me dis, on va boucler la fin de la saison 2. On va répondre à toutes les questions qu'on a ouvertes, auxquelles qu'on n'a pas répondu. Non, c'est pas très français ce que je raconte, mais on va boucler la saison 2 en répondant à toutes les questions qu'on a ouvertes. Parce que je comprends la frustration, et même moi, ça m'agace un peu d'avoir des frustrations de téléspectateurs en disant mais répondez aux questions quand même. Sachant que je pense malgré tout que vu le sujet, vu les mondes parallèles, vu les mystères, l'environnement, le truc, on peut pas répondre à toutes les questions parce que des mystères de la vie auxquels on ne répond pas. Et sinon, on va être déceptif. C'est-à-dire qu'on va donner une explication à quelque chose où il n'y a pas forcément, où c'est pas intéressant d'en donner, quoi. C'est-à-dire que des fois, c'est bien de laisser planer un mystère sur quelques sujets, quoi. Donc non, moi, l'idée, c'est de boucler la saison 2. Ça ne nous empêchera pas, on n'en est pas encore là, mais d'ouvrir un tout petit truc en disant une possibilité ou une question, mais qui n'influencera pas le reste de ce qu'on a compris, quoi. Peut-être dernière question qui me passe, parce que justement, est-ce que, vu que tu es aussi sur le montage, est-ce que tu as eu plusieurs types de formats en fait pour cette série? Est-ce que c'était genre juste uniquement
je crois que c'est du 26 minutes. Ou alors est-ce que justement il y a eu d'autres montages alternatifs qui ont peut-être été plus faciles à monter justement ou à réaliser pour toi? On a 8 26 minutes. On a l'épisode qui est, enfin, tout a écrit et pensé en 8 fois 26 minutes. Mais on a quand même reformaté la série en 4 épisodes de 52 minutes. Parce qu'on s'était dit c'était pas mal pour les ventes internationales qu'ils aient 2 formats. Parce que selon les chaînes, selon le pays, les formats peuvent changer. Donc on a reformaté les 8 épisodes en 4. Mais ça on n'est pas beaucoup de travail, hein. C'est juste des liaisons différentes, un cliff qui change, enfin voilà. Mais ça fonctionne aussi en 4,52. Du coup, dernière question, tes interlocuteurs au niveau de France 3 Occitanie, quel est le bilan qu'ils tirent de tout ça? Est-ce que eux, ça leur donne envie de développer d'autres choses, peut-être avec, d'autres producteurs, d'autres projets avec toi? Est-ce que finalement la recette, elle est, duplicable? Ça, faudrait leur demander à eux. Moi, nous, on s'entend très bien avec Fabrice Valéry, et lui, il est hyper enthousiaste. Je pense qu'il est très heureux, satisfait du résultat, des répercussions qu'il y a eu, parce que pour le coup, c'est estampillé comme une série France 3 Occitanie, donc ils sont très contents. La preuve, c'est que pour la saison 2, ils investissent plus de leur côté, donc ils y croient. Après, moi, personnellement, nous, on ne développe pas plus de choses avec eux pour l'instant. Donc, par contre, eux, est-ce qu'ils ont envie de faire peut-être, je sais pas, peut-être, mais je pense que c'est quand même assez lourd une série déjà pour eux. D'en faire d'autres en parallèle, ça me paraît compliqué. Mais une fois que nous, on aura fait la saison 2, peut-être que ça s'arrêtera peut-être et ils développeront d'autres choses. Est-ce qu'en plus, j'imagine que quand ils te mettent à disposition, pas mal de membres d'équipe, hein, pour ton tournage, c'est autant de personnes qui sont pas sur leur tournage à eux régulier, donc Là, c'est peut-être pour le coup, compliqué? c'est comment dire, la fabrique donc de France Télévisions, c'est comme ça qu'elle s'appelle, c'est un peu le bras technique de France Télévisions. Là, tous les gens qui sont là, effectivement, travaillent sur toute l'année sur des productions France Télévisions, mais ils ont pas une obligation, mais je sais pas comment ça se passe d'ailleurs, mais ils doivent participer à 3 séries numériques par an. Ils participent à 3 séries numériques par an, donc ils choisissent. Pour le coup, nous, on avait été choisis pour la première saison. La deuxième saison, ils suivent aussi. Effectivement, c'est dans leur planning. Leurs plannings sont faits des mois et des mois avant, donc ils savent très bien qu'ils vont mettre. Et ce qui est bien, ce qui est étonnant, c'est pas pour parce que moi, on m'avait toujours dit, il y avait le cliché des équipes de France Télévisions en disant attention, à 18h, ils vont couper la lumière, quoi. Ouais, Et je vois tout à fait de quoi tu parles parce que j'ai eu pendant très longtemps ce cliché-là aussi. Moi, j'ai produit ouais. pour ceux qui ont suivi un tout petit peu, j'ai au départ produit en Lorraine sous le même procédé que toi. Effectivement, j'avais ce cliché-là du technicien France 3. Et après, quand j'ai vu que j'avais des très bons potes qui étaient super doués qui rentraient chez France 3, je me suis dit: «Ah ouais, en fait, ça me porte un Non, mais peu en mon». fait, tous ont été super et ils savaient que c'est une série fragile, donc alors on faisait évidemment attention, on faisait pas d'heures sup inutiles ou enfin qui n'étaient pas prévues. On essayait de faire hyper gaffe à ça parce que ça nous coûtait cher de toute façon. Donc ça et les équipes étaient top et justement, ils étaient même contents de faire autre chose, comme je disais tout à l'heure il y en a un qui m'avait dit: «Ah bah, c'est bien, il y a pas de salle d'interrogatoire sur le plateau». Il y avait un petit côté un peu rafraîchissant pour eux et ça, c'était cool parce qu'on a eu que des gens enthousiastes et je les remercie vivement parce que tous, hein, les électros, les machinaux, la régie, les équipes caméra, enfin, c'est que des gens bien et hyper compétents, ouais, parce que justement, ils tournent toute l'année, quoi. Eh ben, très bien. Maxence, je te laisse le quasi mot de la fin, le petit interrogatoire de police qui n'était pas dans le garage, mais qui est maintenant dans Séquence. Ah oui, eh bien, pour terminer justement cet entretien, je vais te poser 3 petites questions dites express, mais qui ne le sont souvent pas. Donc la première, quel serait ton film ou ta série préférée de tous les temps? Alors, moi, j'avais adoré Lost à l'époque, en tant que série, parce que bon, c'est vrai qu'il y a 6 saisons, il y en a peut-être 1 ou 2 de trop, mais globalement, j'avais adoré être avec eux, les personnages, les mystères, les twists, les machins. Enfin, j'avais été happé. J'achetais les DVD à chaque fin d'année parce qu'à l'époque, il fallait acheter les DVD pour les voir en VO. Et je les dévorais en quelques jours, quoi. Donc, c'était il y avait beaucoup d'épisodes qui étaient très, très bons en plus. Mais ça, c'est vraiment une série qui m'a vraiment marqué, que j'ai vraiment adoré.
le scénario que tu aurais voulu écrire. C'est une forme de coup de cœur aussi, parce que moi, en tant que monteur, en plus, le film m'avait frappé, c'était Whiplash de Damien Chazelle, en me disant l'histoire est dingue, l'histoire du jeune qui fait de la batterie avec le mentor qui l'humilie, enfin, tout était extraordinaire, tout était réussi dans ce film, pardon. Et d'ailleurs, j'avais dit, ce film aura l'Oscar du montage. Il a eu l'Oscar du montage. Là, on parle de montage pour le coup, mais c'est au-delà de ça, c'est que le film est hyper bien écrit, les personnages sont fous, les situations sont dingues, alors que c'est juste quelqu'un qui fait de la batterie, quoi. Et je trouve ça vraiment génial. Et ton dernier coup de cœur? J'ai plus beaucoup au cinéma, ou bon, je regarde des trucs à la télé, c'est compliqué. Donc moi, je rattrape des films des fois en retard. Et c'est vrai que j'avais adoré A Ghost Story, qui est vraiment un film très particulier, mais qui, pour le coup, sortait des sentiers battus et m'avait vraiment interpellé, quoi. Donc voilà, on va dire celui-là, même s'il est un peu vieux maintenant. Super. Eh bien, je te remercie. Merci d'avoir accepté l'invitation, Fabien. Merci à vous deux. Et bon, on invite du coup. Merci beaucoup. Et puis écoute, on invite aussi tous nos auditeurs et nos auditrices à découvrir la série, tu disais, jusqu'au 25 novembre 2020. Je crois que c'est jusqu'à la fin de l'année sur France.tv TV. et c'est gratuit, c'est important de le dire. Très bien. Eh bien, écoutez, vous qui écoutez l'émission, allez regarder Bugarache. Et puis après, allez en parler avec Fabien. Je pense que tu seras ravi. Et puis la saison 2, bientôt, on va suivre ça de près. Merci à toutes et à tous aussi de toujours être aussi nombreux à écouter Séquence. Petite modification pour ceux qui nous suivent sur les réseaux. Sur je crois, les 12 premiers ou les 11 premiers épisodes, on avait fait des Reels, qui étaient des petits extraits de 20-30 secondes autour de nos invités. On s'est rendu compte que c'était, en termes d'audience, pas forcément hyper pertinent. Du coup, on en a une qui fait 2-3 000 vues, mais le reste stagne un peu. Ça nous demande un peu de boulot et c'est pas ce que vous préférez. Donc, on va mettre ça en pause, hein, Maxence, puisque c'est toi en plus qui s'est tartiné. Moi, ça m'arrange. Voilà. Et moi, je les mettais en ligne. C'était très long aussi, même avec un planificateur. Donc voilà. Donc, vous inquiétez pas si vous voyez pas les Reels. Nous, de toute façon, je sais que c'est la version longue qui vous intéresse. Donc, merci encore de nous suivre. J'en profite pour ceux qui ne nous suivent pas sur les réseaux sociaux. On est sur Instagram, on est sur Facebook, on est sur TikTok, mais du coup, les Reels n'étant plus là, je pense que c'est très intéressant. Et surtout, n'oubliez pas de nous suivre surtout et de vous abonner sur vos plateformes d'écoute, c'est le plus important. Allez, on vous dit à bientôt. Merci Fabien, merci Maxence. À bientôt, merci à tous. Merci à tous, bye bye.